Bonjour à tous. Ce qui devait arriver est arrivé. L'Olympique Lyonnais est de retour à la réalité après quelques prestations en trompe-l'œil, dont cette très belle victoire contre Angers qu'on n'a pas vraiment débriefé. Merci Tex pour les abonnements offerts. L'Olympique Lyonnais est de retour sur terre violent, cinglant, avec une défaite 3-1 contre le FC Lorient, défaite sans aucune autre forme de procès dans l'absolu. La prophétie qui s'accomplit, oui, malheureusement, on aurait aimé avoir tort, mais le beau début de saison comptable de l'Olympique Lyonnais est arrivé à son terme, probablement avec un peu de retard grâce au Festival Interceltique qui a repoussé l'échéance d'un mois avant que le FC Lorient de déguste l'Olympique Lyonnais comme des merlus frits. L'ogre lorientais qui n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique Lyonnais. On verra ensuite. Je vais vous poser la première question qui va animer ce débrief jusqu'au bout. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute des dirigeants? On aura le temps de détailler pièce par pièce les responsabilités de chacun dans ce débrief, puisqu'il y a beaucoup à dire, je pense, après ce match qu'on a tous venu venir. On l'a tous venu venir, ce match de la réalité. Je vais vous mettre un petit sondage, là, vous allez avoir 10 minutes pour voter. Voilà, à qui... Ah oui, j'ai pas le droit de mettre Peter Boss, je vais mettre P-Boss. Voilà, ce petit sondage, voilà. À qui la faute? Vous avez 10 minutes pour voter. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur le résumé de ce match? Le FC Lorient qui a rapidement pris l'avantage grâce à un coup franc magnifique. Coup franc magnifique de Enzo Lefebvre, consécutif à une faute très très fortement évitable de Thiago Mendes. Égalisation signée Lacazette dans la foulée quasiment, avant que le FC Lorient ne reprenne l'avantage sur une erreur grotesque de Thiago Mendes, puis un troisième but qui est venu d'un centre sur lequel Gusto est très en retard et Damien Da Silva couvre. 3-1, on a senti un vent de révolte à un moment donné, on en parlera aussi, consécutif aux entrées de Tolisso et Cherki. Cherki, ce sera un sujet après quand on fera les notes, parce qu'il y a quand même des questions à se poser sur ce 11 de départ. Voilà, dans l'ordre, l'Olympique Lyonnais tombe, l'Olympique Lyonnais était invaincu jusqu'ici, performance assez honnête de 13 points sur 15 possibles, on en restera à 13 points sur 18 possibles cette fois, ce qui en fait un début de saison normal mais pas ouf. Voilà, le FC Lorient qui a manger l'OL dans tous les compartiments du jeu, bien aidé par une défense lyonnaise à la rue, tout le monde quasiment, sauf peut-être Nicolas Tagliafico, mais on ne pourra pas vraiment sauver Castello Luqueba et Malo Gusto, pas plus qu'on pourra sauver Thiago Mendes, responsable en grande partie de cette déroute lyonnaise. Faut changer d'entraîneur, tant qu'on aura des guignols au-dessus, rien ne changera. Ouais, mais on va en parler de ça. On va en parler parce que voilà, ça a mis en lumière toutes les choses qu'on avait vues depuis le début de cette saison, qu'on avait très fortement pressenti lors du match nul contre Reims, où on s'était dit, ça sent le caca. Ça sent le caca. Et là, ça a pas senti le caca, ça a enfin pété, entre guillemets. On aurait aimé avoir tort un peu plus longtemps, et c'est peut-être bien que ça pète maintenant, alors que les échéances sérieuses vont arriver. Je vous rappelle que l'OL va jouer contre Monaco, l'OL va jouer contre Paris, va jouer contre Lens, va jouer contre Rennes, et ça risque de piquer très fort s'il n'y a pas un minimum de remise en question. Malheureusement, il est trop tard pour remettre en question l'effectif, puisque le mercato est clos. On ne pourra donc pas rajouter un latéral droit plus expérimenté à cette équipe. On ne pourra pas rajouter un défenseur central à une équipe qui en manque terriblement. On ne pourra pas rajouter de doublure en numéro 6. On ne pourra pas rajouter d'ailier gauche. Voilà, on aura cet effectif-là pour faire toute l'année. Un effectif qu'on avait déjà pressenti comme étant plutôt limité. Notamment en défense centrale, on l'avait tous vu, on aura le temps de parler de Thiago Mendes. Thiago Mendes qui a coulé, tout simplement. Il y a eu quelques périodes rassurantes pour Thiago Mendes, mais là, pas de surprise. Pas de surprise pour Thiago Mendes. On l'avait senti en difficulté souvent sur les ballons aériens. Il a perdu quasiment tous ses duels. On l'avait senti en difficulté dès qu'il y avait un concurrent un peu physique en face de lui. Il a eu le buffle Terem Moffi et ça a été sanglant. Et on l'avait parfois senti à l'aise sur le jeu long. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Luqueba, lui, a sombré. On sent qu'il n'est pas aidé par le fait d'avoir un défenseur pas vraiment rassurant. On aura aussi le temps de parler de Sinali Diomandé, puisque visiblement Damien Da Silva est le troisième défenseur central de cette équipe, alors que visiblement Jérôme Boateng est également à la retraite. On aura le temps d'en reparler aussi, puisque sachez que Jérôme Boateng n'est pas blessé et que Sinali Diomandé est pleinement opérationnel. Voilà. Un match qui nous a rendu un peu fou, même si quand même, au rayon des bonnes choses, on pourra noter un bon match de Tagliafico, on pourra noter une belle entrée de Ryan Cherki et de Bradley Barcola. On aurait pu
tirer quelque chose de ce match avec un peu plus de réussite, avec cette occasion de Lacazette qui va au fond en début de seconde période. On aurait pu imaginer également cette tête de Tagliafico qui ne va pas directement dans le zizi du gardien, comme l'a dit Seb The Ouf sur Twitter. Un manque de réussite qui excusera pas une prestation globale assez calamiteuse et qu'on a vu arriver d'assez loin. Voilà, vous m'avez dit quoi là? Vous êtes à 5 minutes de sondage, vous me dites la faute, les dirigeants à 64%. Voilà, c'est ça la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Cet effectif, on voit à ses limites, des limites qui ont été identifiées assez rapidement. Quand on me parlait de Mercato, je me rappelle notamment de Sabrina dans les Space, qui disait qu'on n'irait pas loin avec cet effectif, elle avait raison. On avait identifié le problème en défense centrale, ce problème en défense centrale semble de plus en plus évident. Voilà, on pourra parler de Peter Bosz, ça fait 14 mois, Peter Bosz. Toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de patte, en termes d'identité, en termes de collectif, en termes d'état d'esprit. On peut lui trouver plein d'excuses à Peter Bosz, mais ça commence à faire long. Et je vous ai dit, ça fait 1 an. Aujourd'hui, on va réfléchir Peter Bosz à travers le prisme de et si c'était Garcia? Et si c'était Genesio? Et j'ai envie de vous dire que si c'était Garcia, si c'était Genesio avec cette défaite à Lorient, on aurait sorti les fourches. Donc à un moment donné, on peut blâmer les dirigeants. Mais ce coach-là, que j'ai beaucoup défendu, longtemps, en qui j'ai beaucoup cru, force est de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne voit rien, on ne voit pas de patte, on ne voit pas d'identité collective. Il a l'air perdu, on passe en 4-4-2, on ne sait pas trop pourquoi. Ryan Cherki, qui apporte beaucoup de choses, reste cantonné au banc. Toko Ekambi, qui fonctionne un match sur 4, continue d'être titulaire et de jouer toutes les rencontres, même quand il est abyssal. Romain Fèvre a encore donné une prestation très timide. Des questions un peu en suspens de comment peut-on faire pour sauver cette saison, pour sauver cette équipe. Pour l'instant, il n'y a rien à sauver puisque on est à 13 points sur 18 possibles, c'est pas catastrophique. L'Olympique Lyonnais doit être 4e, 5e, j'ai pas regardé le classement. Ce qui n'est pas désastreux dans l'absolu. L'Olympique Lyonnais est à la 4e place du classement. Rien n'est perdu. Malheureusement, avec ce que l'OL a montré collectivement et en termes de solidité défensive, l'addition risque peut-être d'être assez lourde une fois les grandes échéances passées. Bien sûr que c'est la direction. Voilà, on va faire un peu ce post-mortem de cette rencontre. Essayer d'identifier qui a fauté, à qui la faute. Moi, je ne vais pas vous mentir, mon avis personnel, c'est que je ne blâme pas les joueurs. Je ne blâme même pas Thiago Mendes, je ne blâme même plus Toko Ekambi. Je pense que c'est un naufrage qui est partagé entre le coach et les dirigeants. Les dirigeants parce qu'ils ont joué petit bras, ils ont joué petit pénis sur le mercato, et Peter Bosz parce qu'à un moment donné, comment dire, l'effectif n'est pas si désastreux que ça, on devrait pouvoir voir une patte. Voilà, donc moi je comprends pas la différence entre domicile et extérieur. Voilà, imaginez, effectivement, c'est ce que nous dit Loulou Champi, imaginez le début de saison sans la réussite de Lacazette. Aujourd'hui, c'est 1 but, ça aurait pu être 2, ça aurait pu sauver un match nul, voire peut-être même une victoire. Mais la différence entre l'Olympique Lyonnais de la saison dernière et celui de cette année, c'est que celui de la saison dernière était en terrible manque de réussite. Celui de cette année est presque en surperformance. Et ça donne ça. Qu'est-ce que ça va être quand la réussite va tomber ? Vous êtes toujours 66% contre les dirigeants sur le sondage. C'est un naufrage qui vient d'en haut. Moi, je pense que c'est un naufrage qui ruisselle, effectivement, qui vient d'un manque d'ambition en haut, qui déroule sur le coach qui a l'air un peu perdu et dépressif, et qui ensuite se rebâtit sur les joueurs qui ne sentent pas d'ambition et qui ne sentent pas d'espoir en eux. Et donc, j'ai du mal à penser que ce soit la bonne recette pour aller plus haut. Et petit à petit, match après match, tout le monde sombre. Même ceux sur lesquels on pouvait compter. Aujourd'hui, Maxence Cacré n'a pas été bon. Aujourd'hui, Tété n'a pas été fabuleux, malgré une très belle passe décisive. J'ai l'impression que chaque match qui avance nous recule dans nos certitudes. Le ruissellement existerait donc bien. Voilà. Par rapport aux dirigeants, oui, on peut les blâmer. Je vous ai mis un très beau Vincent Ponceau au Club Med. Parce qu'il y avait des failles évidentes dans cet effectif. Il y avait la faille en défense centrale, partant du principe que il ne faut pas oublier que Damien Da Silva et Jérôme Boateng sont en fin de contrat. On ne peut pas capitaliser sur ces deux hommes-là. Je comprends le fait qu'ils fassent les faire jouer parce qu'ils sont sous contrat, mais on ne peut pas compter sur ces mecs-là. À un discours près de Sinali Diomandé avec Vincent Ponceau, il n'y avait derrière Thiago Mendes et Castello Luqueba que Damien Da Silva, puisque je ne pense pas qu'on puisse compter sur Boateng. Diomandé n'est là que par la grâce de lui-même, et j'ai bien peur d'ailleurs que l'état-major du club ne soit en train de lui faire payer le fait de ne pas vouloir partir, de ne pas avoir voulu partir. Imaginez quand même qu'il y a des gens qui sont payés dans ce club
pour analyser cet effectif et qui se sont dit nous allons faire la saison avec Castelo Luqueba, 19 ans, Thiago Mendes, reconverti défenseur central, Damien Da Silva et Jérôme Boateng, dont on n'a plus de nouvelles depuis 2 mois. À un moment donné, il y a quand même c'est une faute assez grave d'avoir pu penser que ça suffisait alors que tout portait à croire que c'était le contraire. Ils se sont également dit, et Dieu sait que je ne suis pas le premier défenseur de Léo Dubois, mais la direction sportive de l'OL a dit on va vendre Léo Dubois, qui, malgré tous ses défauts, restait un international expérimenté et accessoirement leader de vestiaire, même si on peut en dire tout ce qu'on veut dessus, et je pense que je serai d'accord avec vous. La direction sportive de l'Olympique Lyonnais a vendu Léo Dubois et s'est dit on ne va pas le remplacer, on va laisser Malo Gusto, 30 matchs de Ligue 1 au total, 19 ans, tout juste, faire l'intégralité de la saison, 95 minutes par match, et Malo Gusto qui n'a pas fait un bon match, on va pas se mentir, je commence à penser qu'il commence à piocher un peu physiquement aussi, et que ça, c'est aussi une erreur de jugement de la cellule de l'Olympique Lyonnais, qui a décidé que Koumbedi, qui n'a jamais joué de match en Ligue 1, serait prêt à prendre le relais en cas de fatigue de Malo Gusto. On va pas tout jeter, mais on a quand même l'impression qu'il y a un naufrage petit à petit. Mais voilà, on pourra blâmer la direction. Mercato raté, ambition à la hausse, mais c'était un mensonge, visiblement. Peu d'idées sur le mercato. On soulignera la bonne idée Le Penant, ça c'est sûr. On pourra féliciter pour Tagliafico, mais c'est tout. Voilà, c'est les dirigeants à 68% pour vous. Mais il faut quand même parler de Peter Bosz, les gars. Il faut quand même parler de Peter Bosz. J'ai, moi, longtemps milité pour Peter Bosz, mais je commence à croire et je commence à vouloir descendre du train Peter Bosz parce que je ne vois pas ce qu'il apporte de positif dans cette équipe. Je ne comprends pas les consignes. J'ai l'impression que les joueurs non plus. Sidney Govou, lors de l'émission avec Zach, parlait d'autogestion. Parfois, j'ai quand même l'impression que c'est un peu ça dans l'équipe, sauf qu'ils ne savent pas s'autogérer pour le coup. J'ai l'impression que Peter Bosz est sur la sellette depuis cet été et que là, il est dans un rôle de marionnette. Je suis même pas sûr que ce soit lui qui coach l'équipe, en fait. Et que malheureusement, j'ai tendance à penser qu'il passera pas l'hiver. Voilà, je vais vous mettre un petit sondage. Le sondage sera intitulé « Pensez-vous que Bosz passe l'hiver ?» Voilà. Et vous aurez 5 minutes, oui ou non. Est-ce que Peter Bosz passe l'hiver? Et quand je dis l'hiver, c'est la Coupe du Monde, les gars. Tuchel est libre? Ouais, Tuchel est libre, mais est-ce que Tuchel a envie de se mettre dans ce bourbier-là? Je pense que... Je sais pas si Peter Bosz est résigné, mais j'ai quand même l'impression qu'il est perdu. Les 3 changements à la mi-temps, c'est quand même symptomatique d'un coach qui a quand même perdu un peu le fil. J'ai pas l'impression que les joueurs se battent outre mesure pour lui. Et surtout... et là, pour le coup, je vais prendre la défense d'Hervé Penaud, qui a tapé dessus sur le contenu, et il avait raison. Genesio et Garcia ne se sont jamais revendiqués d'un football attractif offensif. Peter Bosz, quand il est arrivé à l'OL, a dit on va jouer un football attractif offensif. Aujourd'hui, ça fait 14 mois que Peter Bosz est entraîneur de l'OL. Où est le football attractif offensif? Parce que visiblement, le football attractif offensif, c'est pour les adversaires. Parce que j'ai rarement vu un Olympique Lyonnais aussi friable, où on avait l'impression que chaque offensive adverse peut déboucher sur un but. Donc les promesses de Peter Bosz sont fausses. Le football attractif n'existe pas. Pourtant, il a l'effectif pour le faire, en théorie. Vous n'allez pas me dire que c'est impossible de jouer du football attractif offensif quand on a Tété, quand on a Lacazette, quand on a des mecs comme Ryan Cherki, comme Maxence Cacré, comme même Toko Ekambi. Regardez le FC Lorient qui est capable de jouer du football attractif offensif alors qu'ils n'ont pas des foudres de guerre dans leur effectif. Donc à un moment donné, on peut trouver toutes les excuses du monde et on peut dire que l'effectif est pas bon. Mais 1, la patte de Peter Bosz n'existe pas. 2, les résultats ne sont pas là. Et 3, il y a des choix de Peter Bosz qui ne sont pas la conséquence de la direction. Personne n'a obligé Peter Bosz à placer Thiago Mendes défenseur central. C'est son délire, c'est lui qui a choisi ça. C'est lui qui a décidé que c'était viable d'avoir Thiago Mendes en défense centrale. C'est lui qui a décidé de placardiser Signali Diomandé et c'est lui qui décide de mettre Damien Da Silva troisième défenseur. Personne ne l'a obligé. C'est également lui qui décide de se passer de Ryan Cherki. C'est lui qui titularise Romain Fèvre 3 ou 4 fois d'affilée alors qu'il est transparent. C'est également lui qui ne fait pas sortir Toko Ekambi. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on trouve des excuses à Peter Bosz. Je veux bien qu'on explique le naufrage de l'OL par des décisions des dirigeants et un manque d'ambition. Mais il y a des choix d'hommes qui, encore une fois, si vous reprenez le prisme de si c'était Garcia, si c'était Genesio, on serait déjà en train d'afficher des banderoles. Donc à un moment donné, moi, voilà, je descends du train Peter Bosz parce que je trouve qu'il y a des choix d'hommes et des lectures de jeu et des lectures d'effectifs qui sont désastreuses.
Tu mets qui à la place de Fèvre? Mais les gars, c'est des faux arguments, ça. C'est des faux arguments. Tu mets qui à la place de Fèvre? Vous avez vu la rentrée de Cherki? Vous avez même vu la rentrée de Tolisso? On n'est pas aveugle. Vous mettez JRA, vous mettez Cherki, vous mettez n'importe qui d'autre. Mais à un moment donné, il faut faire tourner dans ces cas-là. Vous avez Cherki qui rentre. Cherki, il a fait une mauvaise entrée contre Ajaccio. Et c'est tout. Hein. Le reste, il apporte, il tente des choses. Romain Fèvre, aujourd'hui, c'est extrêmement timide. Il a tenté le 4-4-2. C'était pas catastrophique. Mais même Aouar, voilà. Aouar est opérationnel, Aouar. Hein. Il est opérationnel. Cherki en 8, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'en sais, déjà, que c'est pas possible? Donc voilà. Peter Bosz, moi, je pense que c'est pas que c'est terminé. Mais j'ai très très peur. Et j'espère ne pas avoir à ressortir ce clip-là. J'ai très peur que l'enchaînement Monaco, Paris, Lens soit un désastre absolu. Parce que autant il y a eu des années où on savait que l'OL était indigent contre les petites équipes, mais se révélait contre les grosses, j'ai peur que là, les matchs contre les grosses équipes, et peut-être que Monaco n'en fait pas vraiment partie, mais que le PSG et Lens sont indéniablement des grosses équipes cette saison, j'ai peur que ce soit un terrible révélateur des lacunes de cette équipe. Et j'ai peur que malheureusement, il y ait des gigantesques fessées qui arrivent. Alors je serais ravi d'avoir tort, mais si l'OL est comme ça défensivement contre le PSG ou contre Lens, le tarif peut être très 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 salé. Il a dit quoi après J'ai pas vu les déclats. C'est impossible de jouer en 4-3-3 avec un putain de 10 et un double 6 ou pas? Bah c'est pas un 4-3-3 à ce moment-là, c'est un 4-2-3. C'est un 4-2-3-1. Et le problème c'est que visiblement le 4-2-3-1 il en veut plus. Donc moi je pense que Peter Bosz est perdu, qu'il n'y arrivera pas, et je serais ravi d'avoir tort parce que j'aime bien l'homme. Mais ce qu'il montre dans son choix d'homme, ce qu'il montre dans ses choix tactiques, même dans les consignes, parce qu'à un moment donné, si Toko Ekambi ne se fait attirer dans l'axe H24, c'est probablement parce qu'il réclame pas, il ne doit pas y avoir de consignes claires. À un moment donné, personne ne force Peter Bosz à mettre Toko Ekambi titulaire avec ces tendances-là. Donc soit il lui dit de repiquer dans l'axe, soit c'est Toko Ekambi qui le fait malgré ses consignes, à ce moment-là, il ne faut pas le faire jouer. Donc moi aujourd'hui j'en veux plus aux joueurs, vous voyez, on a suffisamment tapé sur les joueurs à titre individuel, il y en a certains qui sont à blâmer, évidemment qu'il y en a qui sont pas au niveau et qui devraient être meilleurs que ça, mais est-ce qu'on peut vraiment, enfin vous voyez, on va prendre un exemple, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Thiago Mendes d'être mauvais en défenseur central, d'être friable et d'être mauvais dans les duels aériens en tant que défenseur central? Thiago Mendes, il est là presque malgré lui, et il continue d'être aligné en défense centrale alors qu'il est objectivement pas fait pour ça. Il peut servir sur le jeu long contre des équipes, on l'a vu, mais on sait qu'il va être en difficulté contre Mofi, on sait qu'il va être en difficulté contre des équipes qui centrent, et aujourd'hui on l'a bien vu. Est-ce qu'on peut en vouloir à Thiago Mendes? Je suis même pas sûr. Est-ce qu'on peut en vouloir à Romain Fèvre s'il n'est pas en confiance et qu'il continue à être aligné à un poste qui est visiblement trop bas pour lui? Est-ce qu'on peut en vouloir même à Toko Ekambi, j'ai envie de vous dire, qui est pas bon, mais à un moment donné, personne ne force Peter Bosz à le mettre titulaire. Il y a des choix de Peter Bosz qui sont pas bons et qui sont désastreux. Voilà. Est-ce qu'on peut en vouloir à Malo Gusto d'être mauvais alors qu'il enchaîne tous les matchs, 95 minutes par match? À un moment donné, forcément que ça flanche. Donc je pense qu'il y a quand même des choix et des lectures de la part de Peter Bosz. On a donné du temps, c'est bien, on a donné du temps. Igor Tudor, ça fait 2 mois qu'il est à l'OM, on voit une patte. C'est pas toujours parfait, mais on voit une patte. Le coach de Lorient, ça ne doit pas faire longtemps qu'il est là, on voit une patte. Et à un moment donné, Lyon, il n'y a rien. Ça fait 1 an qu'il n'y a rien. C'est un trompe-l'œil permanent. Les victoires sont des victoires sympas. C'était bien contre Auxerre, il y a eu une bonne mi-temps. Et après, ça a été caca-culotte. Contre Angers, il y a eu 30 minutes où Angers a fait illusion. Après, Angers s'est écroulé. Mais bon, Angers, encore heureux que ça s'écroule. C'est la pire équipe de Ligue 1. L'OL a quand même enchaîné des équipes d'une faiblesse rare. Et Lorient était le premier client. C'est la première équipe que l'OL affronte qui fait un bon début de saison. Pouf, disparu. Donc voilà, évidemment que le problème de fond, c'est pas uniquement le coach, parce qu'il y a un problème de fond qui est que je pense que n'importe quel coach dans cet environnement-là aurait du mal, mais Peter Bosz, je pense, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. La fameuse méritocratie, elle n'est pas là. Qui aujourd'hui peut prétendre que Sinali Diomandé est moins bon que Damien Da Silva et moins bon que Thiago Mendes? Qui aujourd'hui peut prétendre que Ryan Cherki n'a pas cette place dans cette équipe? Qui peut prétendre que même Moussa Dembélé n'a pas la place pour un peu plus de temps de jeu dans cette équipe-là? On a des statuts qui sont toujours là. Et je pense aussi, à un moment donné, c'est quand même bizarre que tous les coachs qui se succèdent prônent cette méritocratie et ne sont pas en mesure de l'appliquer. Que se passe-t-il au-dessus? Diomandé peut progresser. Mais alors en fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que Diomandé,
imaginez la situation où Sinali Diomandé s'en va. Imaginez un an plus tard. Donc nous sommes à la fin du mercato, Sinali Diomandé signe à Rennes. Imaginons. Vous avez dans l'effectif Thiago Mendes, qui est là pour 2 ans encore, Kasselu Lukeba, qui est peut-être pas là pour très longtemps, puisqu'à un moment donné, des gros clubs vont s'y intéresser, Damien Da Silva et Jérôme Boateng. Damien Da Silva et Jérôme Boateng, ils sont plus là l'an prochain, c'est fini, voire peut-être même plus tôt pour Boateng. Thiago Mendes, on est sur une fin de carrière quand même, il a 30-31 ans, et Kasselu Lukeba va à un moment donné être vendu. Donc en fait, vous avez 4 défenseurs centraux, et ces 4 défenseurs centraux, à moyen terme, voire à court terme, ne sont plus là. Ça veut dire que nécessairement l'an prochain, sur le mercato, Lyon aurait dû se mettre en quête d'un nouveau défenseur central, qui aurait probablement été un mec de 20-21 ans, jeune, avec du potentiel, et qui soit pas cher. Bah ça s'appelle Sinali Diomandé. Donc en fait, on a failli vendre un mec pour rechercher le même mec l'an prochain, un peu comme on a fait avec Guiri. Vous voyez ? Donc ce transfert-là, il aurait eu aucun sens. Et ce transfert-là, s'il n'a pas eu lieu, c'est dû à la seule grâce de Sinali Diomandé, qui touche environ 600 000 € annuels, et qui a dit non, je préfère rester dans mon club plutôt que de doubler ou tripler mon salaire, pour essayer de m'imposer dans mon club. C'est par seule grâce de lui, hein. Sinon Ponceau le vendait. Sinon Ponceau le vendait à un concurrent direct en plus. Donc à un moment donné, vous imaginez quand même la planification sportive de ce club qui, à court terme, c'est-à-dire à horizon 1 an, se retrouve dans son effectif avec un jeune défenseur qui va être vendu à un moment donné, un jour ou l'autre. Ça paraît évident. Ce sera peut-être pas l'an prochain, mais peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Thiago Mendes qui n'en est pas un, et Da Silva et Boateng qui s'en vont l'an prochain. Et ils voulaient vendre un défenseur central de 21 ans, prometteur, qui a envie d'être là. Ça en dit long quand même. Ça n'avait aucun sens. Parce que l'Olympique Lyonnais, quoi qu'il arrive, même avec Diomandé, va devoir se mettre en quête d'un défenseur central l'été prochain. Obligatoirement. Donc à un moment donné, on peut quand même se poser des questions. Vous voyez, on peut quand même se poser des questions sur pourquoi on voudrait vendre Sinali Diomandé. À qui profite le crime ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je vous laisse aller vous renseigner. Mais à un moment donné, il y a quand même des choses qui ont pas de sens sportivement, même financièrement. Les 9 millions de Diomandé, l'OL n'en a pas besoin là à l'instant T. Donc il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème dans la volonté de vendre Diomandé. Et heureusement qu'on ne peut pas vendre un joueur sans son aval, parce que sinon, Sinali Diomandé, il aurait été balancé par-dessus bord. On n'est pas en NBA. Vous voyez ? Donc voilà, le problème c'est que Boss ne veut pas de Diomandé. Bah ça c'est un autre problème. Mais à un moment donné, il va devoir être obligé de compter dessus. Et il a compté dessus l'an dernier, donc je sais pas quel est le problème avec Diomandé. Tu penses que ça croque sur Diomandé ? J'en sais rien. Je dis juste que sportivement, ça n'a aucun sens. Financièrement, ça n'en a pas beaucoup non plus, puisque ça rejoint le sportif. Puisque les 9 millions que tu récupères sur Diomandé, tu vas devoir les remettre l'an prochain sur un défenseur exactement au même profil que lui. Donc je dis que sportivement et financièrement, ça n'a aucun sens. Donc à un moment donné, si sportivement et financièrement ça n'a aucun sens, c'est que ça doit avoir un intérêt pour quelqu'un. Quelque part. Qui ? Je sais pas. Voilà. Donc Peter Bosz doit ouvrir les yeux. Peter Bosz, il doit ouvrir les yeux, puis il doit ouvrir les yeux sur le niveau de jeu de certains de ses joueurs. Il doit ouvrir les yeux sur certains de ses choix. Parce qu'à un moment donné, Thiago Mendes en défenseur central, ok, on peut y avoir cru à un moment donné. Certains d'entre nous, pas moi, si, moi, brièvement, se sont dit, pourquoi pas ? Bon, on a vu. C'est bon, on peut dire, non, c'est pas une bonne idée. Ça tombe bien, il faut quelqu'un pour doubler Le Penant en 6. Mais voilà, on peut dire, on a fait une erreur. Voilà, ben non, on va jamais se dire ça, l'OL. Surtout quand t'es DC 2, 3 et 4, c'est ça le problème. Jérôme Boateng, vous vous rendez compte quand même la situation ubuesque de Jérôme Boateng. Jérôme Boateng, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où il est. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il ne s'entraîne pas. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, on ne sait pas pourquoi. Jérôme Boateng, c'est 6 millions annuels quand même, faut pas oublier. 6 millions, c'est le plus gros salaire du club, ou pas loin en tout cas. Jérôme Boateng. Voilà, champion du monde, probablement sur le papier le meilleur défenseur de cet effectif, n'a pas fait un match de prépa, il n'est pas dans le groupe, il s'entraîne pas, le coach dit non, il sera pas là demain, puis il sera pas là après-demain, et ça gêne personne. Voilà, donc où est Boateng ? Où est-il ? Est-il en France ? Est-il en Allemagne ? Est-il en vacances ? Personne ne sait. Et ça gêne personne. Vous voyez, ça gêne personne, ça pose problème à personne. Moi je trouve ça fascinant quand même, voilà, ça me fascine. Donc là aussi il y a un problème, on ne sait pas quel est le problème, probablement que Jérôme Boateng en parlera le jour où il sera parti, mais en fait les 9 millions demandés c'est pour payer le salaire de Boateng, ouais c'est un peu ça. Oui, ça se trouve il est en prison, on ne sait pas. Il a mis Ribel avec un bob et une canne à pêche.
Donc bon, voilà, on fait ça. Où est Boateng? Voilà, lançons le hashtag Où est Boateng? Faites un avis de recherche. Faites un signalement personne disparue. Moi, j'aimerais qu'on retrouve Jérôme Boateng. Faire un GeoGuessr avec Jérôme Boateng. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire où est Jérôme Boateng. Qui a vu Jérôme Boateng en dernier à Lyon? Sondez les gens autour de vous. Faites les affiches comme pour les chats qui sont perdus, là, avec un numéro de téléphone. Est-il seulement en vie? Taken Boateng Edition. Voilà, exactement. On va appeler Liam Neeson. Il va aller nous chercher Jérôme Boateng. Parce que là, bonne question. Hein, où est Boateng? Vous vous rendez compte qu'on n'a même pas de réponse à est-ce qu'on peut compter sur Boateng cette saison ou pas? C'est quand même fou. C'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on considère que Jérôme Boateng, pouf, voilà. Et c'est normal. Donc bon. Ça, c'est pour la défense centrale. Pour le niveau milieu de terrain... Ah, il y a but, visiblement. J'entends des gens crier. Il y a un but, visiblement, là. Que sont-ils devenus? C'est ça. Donc voilà. Milieu de terrain, naufrage collectif. Naufrage collectif. Je sais pas si on peut vraiment blâmer ce milieu de terrain. J'ai l'impression qu'ils sont tous au bout du rouleau. Même Le Penant a été pas bon. Cacré a pas été bon. Tolisso pas si mauvais quand il rentre. But de Boateng. Voilà. Romain Fèvre, on aura le temps d'en parler, mais je suis pas certain que ce soit l'homme providentiel de cette équipe. Je suis vraiment pas sûr que ce soit l'homme providentiel de cette équipe. C'est très timide, c'est gentil, et je pense pas que ce soit un poste de gentil garçon, vous voyez. Au niveau de l'attaque, fort heureusement, on a des individualités. Alors, Toko Ekambi a décidé que c'était le match où il ferait rien. Voilà, donc bravo à lui. Visiblement, comme il a marqué 2 buts, ça lui donne un totem d'immunité pour plus rien foutre. Et heureusement, on a Tété et Lacazette qui viennent amener un petit peu de sucre à tout ça. Mais globalement, en fait, moi je suis agacé parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Je suis pas d'accord quand on me dit que l'effectif est nul. C'est pas vrai. Il y a des lacunes, il y a des manques, c'est vrai. Mais vous pouvez pas me dire qu'on peut pas jouer au foot avec des Lukeba, avec des Tagliafico qui a été bon ce soir, avec des Cacré, avec des Tolisso, avec des Cherki, avec des Lacazette, des Tété. Vous pouvez pas me dire qu'on peut pas jouer au foot avec ça. Vous pouvez pas me dire qu'on peut pas faire quelque chose avec ces mecs-là. Donc je veux bien blâmer des joueurs, je veux bien blâmer leur état d'esprit autant que vous voulez, mais à un moment donné, vous pouvez jouer au foot avec ça. Ça empêchera pas le fait qu'on va se prendre des buts à la con et qu'on sera désorganisé défensivement. Vous pouvez pas me dire qu'on peut pas faire un projet collectif avec le ballon quand même. Je veux bien même tolérer Toko Ekambi. Je suis sûr que Toko Ekambi, dans un bon rôle avec des bonnes consignes, il peut apporter à cette équipe. Vous pouvez pas me dire qu'il y a un problème. Bien sûr qu'on peut jouer au foot avec cette équipe-là. À un moment donné, visiblement, Peter Bosz n'y arrive pas. Alors pourquoi il n'y arrive pas? Je sais pas. Mystère. Voilà, donc moi je suis un peu agacé et j'ai très peur que le trompe-l'œil ait trop duré. Parce que généralement avec l'Olympique Lyonnais, le trompe-l'œil il dure jusqu'à une grosse branlée avant la fin du mercato. C'est littéralement ce qui s'est passé l'an dernier, parce qu'il y a quand même une gestion dans ce club qui est une gestion comment dire, qu'on appellera conjoncturelle. C'est-à-dire que ce club a tendance à attendre de se prendre des tartes dans la gueule pour réagir. L'an dernier, la tarte dans la gueule, c'était Angers. Et je vous rappelle que l'an dernier, cette tarte dans la gueule à Angers, elle provoque le départ de Marcelo, l'arrivée de Boateng, qui a quand même servi à quelque chose l'an dernier, et qu'on a des recrues à cause de cette tarte dans la gueule contre Angers. Le problème, c'est que la tarte dans la gueule, là, elle arrive le 7 septembre, et que c'est trop tard, et qu'on ne peut pas recruter. Et que la planification de sportifs de ce club ne passe que par des coups de bambou sur la tête. C'est tout. Et là, pas de bol. On a eu du trompe-l'œil jusqu'à la fin du mercato, donc on ne pourra pas se renforcer. On ne pourra pas réfléchir. On peut gagner dimanche, mais les matchs suivants... Je pense qu'on peut gagner contre Monaco, parce que Monaco n'est pas vraiment au point. Par contre, derrière, ça peut être une cata. Ça peut être une cata. Et le pire, j'ai envie de vous dire, le pire, ce serait qu'on gagne en trompe-l'œil contre une de ces grosses équipes-là, et que derrière, sur l'enchaînement des petites équipes avant la Coupe du Monde, ce soit un désastre. Voilà. L'OL est rentré dans le rang et sur le déclin, c'est aussi simple que ça. Mais ça devrait pas. Ça devrait pas. L'OL, financièrement, en termes d'infrastructure et compagnie, même en termes d'effectifs, n'est pas rentré dans le rang. Il y a un déclassement qui n'est dû qu'au management, dans son ensemble. Mais c'est pas vrai. Vous pouvez pas me dire que l'OL doit pas viser le podium avec Tété, Lacazette, Tolisso, Cacré, Lukeba. C'est pas possible. Vous pouvez pas me dire ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le festival interceltique est le vrai fautif. Oui, j'ai vu un truc qui disait que sans le festival interceltique, on aurait pris cette branlée à la journée numéro 2, on aurait peut-être réagi. Bah, c'est vrai. Maintenant, encore une fois, vous savez très bien comment va se défendre le président, comment va se défendre probablement Peter Bosz. Ils vont nous dire « Oh oui, on a 13 points, on est 4e de Ligue 1, il n'y a pas urgence. » Et en fait, le problème avec ce club, c'est qu'il n'y a pas urgence jusqu'à ce qu'il y ait urgence. C'est-à-dire que tant qu'il y a une possibilité de sauver la saison, ils vont vous dire « Non, il n'y a pas urgence. » L'an dernier, jusqu'à février-mars, il y avait encore possibilité de faire 3 ou 4e, et donc il n'y avait pas urgence. Ça a fait 8e.
Et le problème, c'est qu'on est parti sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on a un bon capital point, quand même, malgré tout, c'est pas désastreux, qui a été acquis contre des équipes d'une rare faiblesse, et donc on va nous dire il n'y a pas urgence. Et quand il y aura urgence, ce sera trop tard. Quelles équipes avant la Coupe du Monde, perso le calendrier jusqu'à décembre me faire... Ah bah non, jusqu'à la Coupe du Monde, ça va être une très très compliqué. Oui. Très très compliqué. Le problème, c'est que l'OL c'est coincé tout seul. Voilà. Fallait-il débarquer Peter Bosz cet été? Peut-être. Mais vous savez aussi bien que moi que si on débarque Peter Bosz, c'est pour qui? Vous me parlez de Tuchel, mais vous êtes encore bien naïf. La dernière fois, vous m'avez parlé de De Zerbi. Mais dans quel monde, les gars? Dans quel monde? Dans quel monde l'OL va investir sur un coach comme ça, prendre le risque que ça marche pas? Parce que investir sur un gros coach, vous savez, c'est payer un gros salaire et dont on peut pas se débarrasser. On peut pas vendre un coach. On peut pas prêter un coach. Donc si vous prenez, imaginons, nous sommes dans un monde merveilleux. L'OL vire Peter Bosz parce que ça ne se passe pas bien et prend Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, je sais pas combien c'est, ça doit être 400 000 € par mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jean-Michel Aulas? Il se dit, si ça marche pas avec Tuchel, il faut que je paye 10 millions pour le virer. Prends pas Tuchel. Voilà. Donc le souci, c'est là. Le souci est là. Zidane toujours dispo. Oui, Zidane dispo. Il y a Pep Guardiola aussi, je pense qu'on peut le débaucher de City. Carlo Ancelotti doit être très très emballé par le projet lyonnais. Des NFT de Ponceau en vacances. Moi j'achète. Non, arrêtez avec Laurent Blanc. Il n'a pas entraîné depuis le Moyen-Âge. Ça suffit. Le fait que Laurent Blanc revienne dans les discussions pour un entraîneur, moi ça me fascine. C'est comme si vous me disiez on va recruter en défense centrale Jean-Alain Boumsong. Le mec n'a pas joué au foot depuis 10 ans. Laurent Blanc, il est meilleur golfeur que coach. Hein. Arrêtez avec Laurent Blanc, vous m'énervez. Giroud, il est libre aussi. Hein. Il est encore vivant, Giroud. Hein. Il n'a pas de taf, on peut le prendre en entraîneur. Ce sera Stéphane. Non mais voilà, enfin, vous êtes en train de me sortir... Vraiment, vous me dites Laurent Blanc. Laurent Blanc, le dernier club qu'il a coaché, c'était en 2014. Quand il est allé au Qatar ou aux Émirats, là, c'était de la merde. Et son seul objectif... Alors, le seul truc que serait bien... La seule bonne nouvelle, si on recrute Laurent Blanc, c'est que les mecs du golfe de Chassieux vont récupérer le chiffre d'affaires qu'ils ont perdu avec le départ de Marcelo. C'est tout, hein. C'est tout. Ça servira qu'à ça. Vous inquiétez pas, ça va brasser. Ils vont ouvrir un deuxième 38 trous à côté du Parc OL, hein. Donc voilà, non, oubliez un petit peu, oubliez. Luis Fernandez, non mais voilà, vous êtes parti dans le troll. Non, il y a un problème de long terme. Un problème de long terme qui est que Peter Bosz, voilà, force est de constater que ça marche pas. Est-ce que ça peut marcher à un moment donné? Moi, j'avais tendance à me dire, ça peut peut-être marcher la saison prochaine, avec du temps, avec notre état d'esprit, avec des leaders. Ça marche pas. Ça marche pas. Quand ça marche, c'est en trompe-l'œil, il n'y a pas de patte dans cette équipe, elle est friable H24, ça fonctionne pas. Voilà, c'est tout. Donc ça me fait chier, parce que j'ai cru à Peter Bosz et j'ai été un soldat de Peter Bosz pendant longtemps, mais force est de constater que ça ne marche pas, et j'ai de plus en plus de mal à croire que ça peut marcher. Donc c'est ma conclusion et ma take, c'est que je pense pas que Peter Bosz soit l'homme pour créer un nouveau souffle dans cet Olympique lyonnais. Je pense pas non plus que ce Ponceau et Chérou le soient, hein, mais ça c'est un autre sujet. Mais du coup c'est qui va pouvoir en tant que coach s'épanouir dans cet Olympique lyonnais-là? Qui va réussir à sortir cette équipe de sa torpeur? Je sais pas. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup et ça me rend un peu triste. Voilà, Vieira. Mais non, mais voilà. Après, le problème, c'est que, vous voyez, on prend l'OL. Imaginons l'OL sans Peter Bosz. Le nombre d'idées à la con qui nous semblent crédibles est beaucoup supérieur, largement supérieur, au nombre d'idées enthousiasmantes. Vous voyez, et puis Patrick Vieira, je sais pas, Sylvain Ripoll, voilà, Lucien Febvre, bref. Faut un mec qui gueule, pas un dépressif muet. Oui, bah Pascal Duprat, alors voilà. Non, la vérité, c'est que si Peter Bosz est viré, ce sera Cassapa. Je suis à peu près sûr que ce sera Cassapa et basta. Voilà. Je vous rappelle que Sidney Govou a ses diplômes de coach. Hein. Voilà. Donc bon, voilà pour le constat de base sur ce match. Hein. On a déjà fait 45 minutes dessus. Je pense pas qu'on va s'éterniser outre mesure. On va aller se faire les notes. Hein. On va se faire les notes, ce sera pas mal. Alors laissez-moi juste 2 secondes, le temps de vous mettre... Ah oui, je vous ai mis les stats. Pourquoi elles ne s'affichent pas, les stats? Ah oui, c'est parce qu'il y a le paint. Les stats, hein, même si c'est anecdotique, juste pour vous montrer qu'on est quand même sur une équipe inoffensive, quoi. 67% de possession, 15 tirs à 11. On pourrait presque croire qu'on a dominé le match, mais est-ce qu'on a vraiment dominé le match? En vrai, 3-1, c'est peut-être un peu flatteur pour Lorient, mais l'OL ne doit pas gagner ce match. Voilà, Lorient a parfaitement joué le match. Voilà, parfaitement joué le match. Même si le gardien était en feu, et voilà. Mais il y a un monde où l'Olympique lyonnais remporte cette rencontre. Mais on va pas s'attarder dessus, parce que même en gagnant cette rencontre, ça aurait été triste ou net. Donc voilà, bref, pas grand-chose à raconter là-dessus.
Alors attendez, juste, il faut que je recadre ça. Voilà, et ça va arriver incessamment sous peu, hein, le terrain de foot. Voilà, 6 arrêts quand même. Oui, 6 arrêts, il y en a 3 de l'autre côté. Bon, après, je pense pas que ce soit le coach le problème. Comment construire un projet changeant de coach toutes les demi-saisons, ça vient dans le problème. Je dis pas, l'un n'exclut pas l'autre, hein, ça vitamine. C'est pas parce que je dis que le problème c'est que Peter Bosz est un problème que le reste n'est pas un problème non plus. Encore une fois, je pense pas que Peter Bosz soit l'homme qu'il faut, mais qui est l'homme qu'il faut? Et je vois pas qui pourrait être l'homme qu'il faut. Voilà. Comment tu peux faire 18 fautes avec le ballon dans tes pieds 2 tiers du temps? Bah en étant en panique à chaque fois que tu le perds. C'est tout. Alors je me suis peut-être trompé sur la stat, mais je crois pas. Hein. Je crois pas m'être trompé sur la stat. Hein. Non, c'est bien ça. 18 fautes à 8. Vous vous rendez compte quand même? 18 fautes à 8 en ayant eu 67% de possession. Ça en dit long quand même sur la sérénité de cette équipe. Hein. 18 fautes, 3 cartons rouges alors que tu as tout le temps le ballon. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu perds le ballon, c'est la panique. Et tu n'arrives pas à stopper l'équipe adverse. Donc tu fais des fautes, donc tu concèdes des coups francs, donc tu concèdes des buts. Voilà, 18 fautes quoi les gars. Je pense que voilà, c'est la stat qui représente beaucoup de choses quand même. Vous voyez? C'est vraiment la stat qui représente beaucoup de choses, à mon sens. Bon, allez, les notes. Vous êtes prêts? Allez, la tradition, on veut qu'on dessine le terrain, on va dessiner le terrain. Essayer de faire un truc propre, pour une fois. Hop, voilà. Merde, il est petit cette fois. Il est grand le terrain là. Il sera presque propre du coup. Allez, hop, le terrain. C'est le terrain d'Olivier Tom, là, il fait 15 bornes. Hein. Voilà, allez. Quel magnifique prêt. Oui, il est magnifique, hein. Voilà, bravo. Je crois que c'est parce que je ne l'ai pas assez zoomé, mais c'est pas grave. Faut mettre en jaune délavé pour rester RP. Alors franchement, vous êtes dur parce que la pelouse était magnifique. Alors, Lopez. Thiago Merguez. Là, il l'a pas volé, hein, le Merguez. Lukeba. Tagliafico. Nous avions ici Le Penant. Cacré. J'écris vite parce que je suis pas content. Toko, LCZ, TT, Fèvre et Malo. Voilà. Alors, dans l'ordre, Lopez, il en prend 3. Je le trouve pas extrêmement bien placé sur le coup franc. Je trouve que le mur est pas super bien placé. Donc je le considère pas non plus comme fautif sur le coup franc parce que le coup franc est extrêmement bien placé. Je pense que le plus fautif c'est le mur. Hein. Le costaud de pique qui t'a rencontré, Galéodio. Lopez est nul aujourd'hui. Non, il n'est pas nul. Vous êtes dur. C'est pas sa faute si on prend des buts. Il en prend 3, donc 3. Je pense pas qu'il est notable aujourd'hui. 4, ça me semble presque gentillet. Lopez ne sort plus une parade. Je pense que... ouais. Le placement du mur, c'est quand même aussi sa responsabilité. Moi, je le mettrais 3,5 parce que je trouve le mur très mal placé. Et vous voyez, il y a à peu près le même coup franc pour la Casette en seconde période. Et la Casette le met dans le mur parce qu'au moins le mur saute. Donc non, c'est... Pour moi, c'est pas 4. Hein. Lopez, 4, c'est un match avec une petite erreur. Là, Lopez, c'est pas... il pèse pas sur le match. Lopez pèse pas sur le match. Et je trouve que ce mur est pas bien placé. Voilà, Gusto, ça a été très compliqué pour lui aujourd'hui. Très très compliqué. Il a été pris à défaut constamment par Ouattara. Non, c'était Ouattara de son côté ou c'était Diarra, je sais plus. Mais Gusto a été en grande difficulté. Il y a un but qui est pour lui. Il est en retard sur le centre. Il y a des lacunes défensives, on le sait. On sait que Gusto doit progresser défensivement. Je pense vraiment aussi, et c'est pas parce que je l'aime bien, qu'il n'est pas aidé, Gusto. Il n'est pas aidé par 2 trucs. Il n'est pas aidé par le fait que Thiago Mendes, qui est de son côté, est quand même pas rassurant du tout. Et il n'est pas aidé par le fait qu'il doit enchaîner tous les matchs, toutes les minutes, et qu'à un moment donné, ça pèse physiquement, Gusto. Donc moi j'ai l'impression que Gusto commence à souffrir physiquement et que le fait d'avoir fait le choix de ne pas remplacer Léo Dubois, au moins numériquement, est en train de se payer et que ça va aller de pire en pire. Donc je pense que Gusto a besoin de souffler, sauf que comment vous voulez souffler quand le remplaçant c'est Enrique qui est gaucher? Enfin bref, voilà. Il n'est pas aidé non plus par les 2 zozos ici qui n'ont pas fait un travail défensif de fou. Maintenant voilà, il est fautif, il n'était pas bon défensivement, il a été mauvais sur les buts. Voilà, bon. Merci Timothée pour l'abonnement. Donc Gusto, il a bien failli donner un PSD, ouais, mais c'est pas bon ce soir. C'est pas bon, je suis désolé. On l'encense à raison, et moi j'adore Gusto, et je suis persuadé qu'il ira très haut.
Mais c'est normal, il a 19 ans, il a une marge de progression, mais le match de ce soir, il est pas bon. Le match de ce soir, il est pas bon. Vous me dites 3, je trouve que vous êtes bien gentil. Je vais mettre 2,5, c'est quand même une défaite 3-1 contre Lorient. Hein. Voilà, Thiago Mendes. Thiago Mendes. Mais Thiago Mendes, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. À un moment donné, c'est pas un défenseur central. Voilà. On a été honnête, on a dit qu'il pouvait aider par le jeu long. Que Thiago Mendes pouvait aider par son jeu long contre des équipes qui bétonnaient. Aujourd'hui, on n'est pas tombé contre une équipe qui bétonnait. On est tombé sur une équipe qui allait très vite en contre-transition, qui était puissante physiquement avec Terem Moffi et qui savait centrer. Et bah, Thiago Mendes, c'est les 3 trucs qu'il déteste. Il a été désastreux, Thiago Mendes. Il coûte 2 buts, c'est lui. Hein. Pour lui, les 2 buts. Le coup franc, c'est lui. Le deuxième but, c'est le cafouillage monumental. Thiago Mendes, c'est 1 ce soir. Thiago Mendes, c'est 1 ce soir. Et malheureusement, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait ? On va vraiment aller jouer le PSG, on va vraiment aller jouer Lens avec Thiago Mendes, défenseur central. Bah écoutez, ok, hein, let's go. Voilà. Et le pire, j'ai envie de vous dire, c'est que Damien Da Silva est rentré. On s'est moqué, moi le premier, parce qu'il est rentré, parce que Damien Da Silva, il a 34 ans et qu'il est pas ouf, hein, qu'il est tout lent et que sa premier ballon, c'était une chute et une transversale en touche. J'ai pas trouvé Damien Da Silva si nul sur sa rentrée, honnêtement. Et d'ailleurs, on va le mettre, Damien Da Silva, on va le mettre en gris, parce qu'il est rentré, il a joué ses 45 minutes. Je trouve que Da Silva n'a pas été honteux. Voilà, je vous le dis. Je l'ai trouvé pas bon, hein, je vous dis pas qu'il est incroyable, mais je l'ai trouvé beaucoup moins honteux que Thiago Mendes. Pas exceptionnel, voilà, on va lui mettre 4. Ça me semble plutôt normal. Mais la barre est basse. Hein. La barre est très basse. Il mérite pas la moyenne non plus. Non, il mérite pas la moyenne, mais la barre est basse quand même. Hein. La barre est très basse. Quand je dis pas honteux, c'est par rapport à Merguez. Hein. Damien Maradona Silva. Oui, puis à peu de choses près, il pouvait marquer un but de la main, hein, sans la VAR. Ah non, je vous dis pas. Attends, vous me comprenez. Je vous dis pas Damien Da Silva est rassurant. Je vous dis juste que comparé à Thiago Mendes, bon, il y a au moins c'est un défenseur. Lukeba, mauvais match. Hein. Voilà. Lukeba, il est en train de sombrer avec tous les autres. Et même les valeurs sûres s'écroulent. Voilà, Lukeba, pas au niveau. Pas au niveau, et malheureusement, encore une fois, voilà, est-ce qu'on peut en vouloir à Lukeba de tomber dans le marasme collectif? C'est pas normal, c'est qu'il y a un problème qui va au-delà du niveau des joueurs. Putain de client Moffi, on sait que Terem Moffi, c'est le type d'attaquant qui pose problème à Lukeba. Et au lieu d'essayer de mettre quelqu'un qui est un peu plus capable à côté de lui de gérer un profil comme ça, on met Lukeba face au profil de joueurs qu'il déteste, c'est-à-dire les mecs puissants et physiques. Il a raté quoi, Lukeba? Il s'est fait manger par Moffi quand même. Il s'est fait manger. Tagliafico, c'est la seule satisfaction de ce soir pour moi, dans les titulaires en tout cas. Comme d'hab, de la vista, de l'implication, et c'est le seul à pas sombrer. Moi, je lui mettrais un 5,5 par principe. Je pense que son match vaut 5, mais comme c'est le seul à surnager, je vais mettre 5,5. Il y a un côté expérience, il y a vraiment le côté Tagliafico, c'est le bouton rond, hein. C'est le tacle glissé, hein, Tagliafico. J'aime bien. Clairement sérieux comme joueur. Ouais, rassurant. On verra ce que ça donne sur le long terme. Et surtout, son apport offensif est intéressant, moi, je trouve. C'est pas ce que j'attendais le plus de lui, hein, Tagliafico. J'attendais de lui plutôt une sérénité défensive et compagnie, mais je le trouve offensivement très intéressant. Son appel où il fait la tête est magnifique. Et je trouve que c'est vraiment un facteur X de cette équipe, alors qu'on ne l'attendait pas forcément dans ce rôle-là. Les commentateurs ont défoncé Tagliafico. Alors oui, on va faire un petit aparté commentateur. Le commentateur, c'est Ludovic Obraniak. Je suis prêt à parier beaucoup d'argent que Ludovic Obraniak ne regarde pas de match chez lui. Je pense que Ludovic Obraniak ne prépare pas ses matchs et qu'il sort des poncifs. C'est un très mauvais consultant, Ludovic Obraniak. Voilà, bref. Il faut aller voir un déclat de boss sur Mendes. Alors venez, on va rigoler. Vous m'avez dit quoi sur le passera pas d'hiver? J'ai pas vu. Voir les résultats. Bon, bah ça marche pas. Donc comme ça, c'est réglé. Vous m'avez dit non à 57%. Alors, qu'est-ce qu'il nous a raconté, boss sur Mendes? Alors, on va aller regarder chez Inside Gone, hein, la référence. Alors, nous avons une déclat qui nous dit... Non, il n'y a pas eu de déclat. Donc, j'ai pas vu. Il a dit quoi, Peter Boss? J'ai sorti Thiago Mendes parce qu'il avait déjà un carton jaune. C'est un très bon défenseur. Il est très bon dans les airs. C'est un très bon footballeur. Mais on ne peut pas perdre une balle comme sur le premier but. Ça vous fait rire? Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur ça? Encore une fois, c'est pareil. Enfin, imaginez Garcia ou Genesio sortir cette déclat. Enfin, c'est quoi le but? Ok, je comprends la volonté de protéger les joueurs, de prendre la foudre à sa place et compagnie. Mais c'est quoi l'objectif, là? Parce que soit il y croit pas,
et il prend tout le monde pour des jambons, à ce moment-là, je vais remettre mon Bob Cochonou. Soit il y croit vraiment, et alors là, il y a un gros problème. Là c'est l'hospice, monsieur, c'est au vinatier tout de suite. Hein. Donc non, c'est laborieux quand même. Si c'est ça sa lecture du match, que c'est parce que c'est un très bon défenseur, au moins c'est rigolo. Hein. Au moins c'est très rigolo. Hein. Voilà, on rigole bien. Hein. Bravo, monsieur Boss. Bravo. Moi, je quitte le train, Peter Boss. Voilà, je vous le dis, j'en ai marre. J'en ai marre des choix d'hommes de merde. J'en ai marre des déclats de débiles comme ça. J'en ai marre de ce côté très génésiesque. Hein, de dire « Oh, on n'a pas fait assez. » Mais c'est toi, le coach, bonhomme. C'est toi qu'on n'a pas fait assez. Enfin, bref. Je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé. J'ai pensé que Peter Boss était un coach qui pouvait ramener de l'allant à l'OL. Je n'y crois plus. Et vous savez quoi? Si j'ai tort, tant mieux. Mais là, j'y crois plus. Continue les notes. Le Penant, le Penant transparent. Tu sais quoi, je vais aller vérifier s'il a bien joué. Il a bien joué, le Penant. Il était titulaire? Ouais, il était titulaire. Ouais. Voilà, le Penant transparent. Même lui, il commence à sombrer. Ouais. Je l'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il a fait, le Penant. Il a fait une mi-temps et après il est sorti. Il a été remplacé par Tolisso, c'est ça? Je l'ai mis quoi en gris? Tolisso qui a remplacé le Penant, ouais. Hop. Le Penant, 3. 3. Voilà, remplacé par Tolisso qui lui a fait une bonne rentrée, même si ça n'a pas non plus été flamboyant. Je pense que Tolisso, c'est un match qui vaut 5. Hein. Il n'y a pas grand chose non plus à en tirer, mais il n'a pas été mauvais. Ouais, Tolisso, bonne rentrée. On peut mettre 5, voilà, par principe. Tolisso, c'est son meilleur match, je trouve. Bah oui, mais c'est pas suffisant encore pour un meilleur match. Cacré, Cacré, ça a été le naufrage aussi. Il a perdu un nombre de ballons, mais terrible. Et encore une fois, si même Cacré, il n'y arrive pas, quoi. Même Cacré sombre. Si même Cacré n'y arrive pas, le nombre de passes loupées, de ballons perdus, d'approximation, je l'ai senti perdu, Maxence. Je l'ai senti perdu. Il doit avoir une passe D dès 2 minutes de jeu si la Lacazette ne se pas. Ça fait 2 matchs qu'il est pas bon. Vous êtes dur quand même. Vous êtes dur 2 matchs. Mais là, ouais, non, c'était pas bon, Cacré. Voilà, c'est pas bon. Il a même 3, c'est presque gentil sur ce match-là. J'ai aspiré l'âme de Cacré et Malo. C'est pas moi, hein. C'est toute l'équipe qui a aspiré l'âme de tout le monde, là. Fèvre, Fèvre, c'est le même constat. Hein. Il est censé, Fèvre, être un poste où c'est le dynamiteur de cette équipe, et c'est le même constat, quoi. C'est hyper timide, hyper faiblard. J'ai dit, c'est un peu salaud, mais j'ai dit qu'il avait l'énergie d'un mec qui ose pas envoyer de DM à son crush. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ose pas faire de trucs. On dirait un peu, il y a un mec qui l'a comparé dans mes mentions à Martin Terrier. Moi, je suis persuadé que Romain Fèvre est un bon joueur, c'est un bon joueur de football, mais il a un blocage, il a un gros blocage. Alors, est-ce que c'est le poste? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce qu'il est mort à l'intérieur? Je sais pas. Mais il est tristounet, quoi. À Brest, il cartonnait. Ouais, mais après, attention, hein, Romain Fèvre, il est parti de Brest en très très mauvais termes. Il a une mentalité qui n'a pas été ouf. Il a vraiment fait le forcing pour se barrer au Milan. Finalement, il a été blacklisté. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu chelou. Hein. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas suffisant. En tout cas, pas à ce poste-là où il est censé être celui qui crée le lien dans l'équipe. Il n'a pas été bon. Voilà, donc on va mettre 3 parce que c'est pas non plus la honte. Mais c'est le Draxler de Wish. C'est dur, mais c'est un peu ça, ouais. Et je suis persuadé, malheureusement, en tout cas heureusement pour lui, mais malheureusement pour l'OL, que si vous mettez Romain Fèvre ailleurs, dans un autre club, il va retrouver son football. Comme Martin Terrier, vous voyez? Et moi, je pense que Fèvre, dans ce rôle-là d'axial, même si théoriquement c'est son rôle, ça va pas. Fèvre, il doit aller là-bas. Fèvre, il doit aller sur le côté gauche, où il aura plus de liberté créative, plus de temps pour jouer. C'est mon avis. 18 millions, ça commence à faire cher. On va le vendre à Rennes, il sera incroyable. Exactement. Voilà, TT, encore une fois, TT, il y a de telles fulgurances avec une fréquence tellement forte qu'on ne peut pas ne pas lui mettre la moyenne. Parce que c'est lui qui crée le but pour la Lacazette. C'est lui qui crée le but pour la Lacazette. Et c'est comme le match contre Auxerre, si je dis pas de bêtises, où il n'y a pas grand-chose à en tirer de ce match de TT, mais c'est lui qui crée l'étincelle. Il est pas bon. C'est vrai, il est pas bon. D'ailleurs, attendez, on a oublié on va le noter après, mais là, il y a du Dembélé qui traîne par là aussi. Voilà. Il n'y a même pas d'accent, mais c'est pas grave, on le met quand même. TT, il faut qu'il lève un peu plus la tête, et il est en train de s'enfoncer dans un rôle. On va pas lui mettre 3. En fait, sans le but, je pense que ça vaut 3. Mais là, on va lui mettre 4,5. Mais c'est vrai qu'il y a juste 7 passes quand même. Et la casette, il essaye.
On peut lui en vouloir pour cette occasion ratée là, où on était persuadé que ça allait être au bout, mais le but est beau. Et puis bah on sent quand même que l'étincelle vient de lui, quoi. TT, faut ouvrir le dossier. Bah, en fait, TT, c'est un peu le problème, c'est qu'on ouvrira le dossier quand tu auras plus les stats. Et tant que TT fera les stats, on pourra pas ouvrir le dossier. C'est un peu comme quand Toko enchaînait les buts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec toi que TT est en train de s'enfermer dans un rôle de poulet sans tête qui lui va pas. Et à un moment donné, il va y avoir une disette. Et quand il y aura une disette, on dira qu'on l'avait vu venir depuis longtemps. C'est un peu ça le problème. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le fond. À un moment donné, il va falloir quand même qu'il apprenne un peu plus à lever la tête. Mais bon, à chaque fois, il y a des passes D et des buts. Donc voilà, je trouve Lacazette bien meilleur en 10 avec Dembélé avec lui. On y vient juste après. Parce que Lacazette fait un match... Je vous ai vu, hein, vous m'avez dit 5. 5 parce qu'il y a un but quand même. 5 parce qu'en comparaison du reste de l'effectif, il fait quand même pas un mauvais match. C'est un des seuls à sauver avec Tagliafico. Mais voilà, Lacazette, on sent que l'étincelle peut venir de lui et que si à un moment donné il doit y avoir un salut dans cette équipe, une révolte, elle viendra de lui. Tête peut être recentrée en 8, je pense pas, non. Quand tu passes le 11 titulaire un par un, tu te dis qu'il n'y en a pas un qui est indispensable à son poste, sont tous pas ouf. Sur ce match, oui, hein. Maintenant, c'est pas vrai. Maintenant, c'est pas vrai. Lui est indispensable à son poste. Lui est indispensable à son poste. Et théoriquement, on peut pas jeter avec l'eau du bain Lukeba. Ah, donc non, vous pouvez pas dire ça. Et Toko, bah, c'est un match Toko, quoi. C'est-à-dire quand... c'est toujours ce qu'on dit sur Toko. Quand il n'y a pas de but, il n'y a rien à en tirer. Voilà. Donc bravo Toko, bravo pour le match contre Angers, bravo pour Auxerre. Mais quand il n'y a pas de but, il n'y a rien. Et à un moment donné, moi je vous le dis, c'est pareil. Est-ce que je commence à ne plus en vouloir à Toko? Parce que Toko, il a cette tendance à ne pas être... Il n'est pas là, Toko, en fait. Il est là, Toko. Vous voyez? Il est là. Parfois, il va par là. Mais Toko, il est placé ici, sur le terrain. Tout le temps. H24. Il n'est pas ailier, hein. Il est second attaquant qui traîne dans les pattes de Lacazette. Donc aujourd'hui, c'est un match de Toko comme on n'aime pas. C'est-à-dire que voilà, il y a tous les débiles qui sont venus sortir. Alors, on n'a plus de réseau quand Toko a marqué 2 buts là. Ouais, mais Toko c'est pareil. C'est-à-dire que quand il marque pas de but, il n'y a rien à en tirer. Et il a toujours cette tendance à aller là, tout le temps, à demander dans les pieds et à faire des petits trucs comme ça. Et c'est énervant. Et c'est énervant. Alors c'est pas de sa faute si l'OL perd aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Mais ça aide pas. Mais ça aide pas. Et Dembélé, Dembélé c'est une bonne entrée, hein. Toujours des bons appels, fringants, voilà. Dembélé pareil, il n'y a pas de but donc on va pas lui mettre une note de fou. Moi je lui mettrais bien 5 à Dembélé. Mais il y a quand même un problème de QI foot. Hein. Dembélé 1, mais dans quel monde 1 Dembélé? Dembélé, je vois pas ce qu'il peut faire beaucoup de plus. Hein. Vous avez trouvé Dembélé nul, vous? Moi je trouve que le salut de cette équipe, bah ouais, Dembélé 4. Allez, 4 peut-être? 4 pour Dembélé? Pour moi, Dembélé, c'est 4 ou 5. Hein. Il loupe un face-à-face. Ouais, c'est vrai qu'il loupe un gros face-à-face, 1m4. Par contre, pour moi, il y a un truc qui est que quand ils sont passés en 4-4-2, ces deux-là, là, ça fonctionne bien, ça. Vous voyez? Les deux, là, ça fonctionne bien. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher sur cette doublette-là. Peut-être. Plutôt qu'avoir Fèvre dans ce rôle-là de dynamiteur, vous avez Lacazette qui vient un petit peu en retrait, et Dembélé qui vient se placer ici, là. Là, il y a peut-être quelque chose à trouver. Peut-être que le salut de cet Olympique lyonnais, c'est un 4-4-2. Par contre, si c'est en 4-4-2, ça fonctionnera pas avec Toko. Si c'est un 4-4-2, ça fonctionnera avec Cherki. Ça fonctionnera pas autrement. Tu peux montrer ce que tu me montrerais en 4-4-2. Ouais. Alors attendez, parce que du coup, comment je vais me démerder? On va la faire à l'arrache. Hein. On va la faire à l'arrache complet. On va tout supprimer là. Alors attendez, on va essayer de refaire le 4-4-2, ok? Hop. Bon, c'est pas grave, ce sera dégueulasse, mais c'est pas grave. Un jour, on aura une vraie tablette. Hein. Alors, en 4-4-2, qu'est-ce que ça... Non, Charlie, putain, débile. Bon, c'est pas grave, on va imaginer ça. Hop, on va tout supprimer. Alors, en 4-4-2, on pourrait imaginer ça comme ça. On pourrait imaginer avoir un double pivot avec Cacré ici et Tolisso, avec en solution de repli Le Penant. Voilà, entre parenthèses. Ensuite, en pointe, on aurait ici Dembélé et Lacazette légèrement en retrait derrière lui dans un rôle de 9,5. Ok, jusqu'ici ça touche. TT ici. Et là, vous avez Cherki. Et pour moi, là, vous pouvez jouer au foot. Là, il y a peut-être quelque chose.
Là, il y a peut-être quelque chose. Alors, le problème, c'est qu'on risque d'avoir un Cherki qui va aller là, donc un Tagliafico qui va aller là, et donc avoir du bordel là. Donc ça ira peut-être pas. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas dans ce système de 4-3-3. Cherki sur un côté. Ben, en fait, t'as Cherki... c'est toujours le problème, c'est-à-dire que Tété, tu peux pas le mettre là, et Cherki, tu peux pas le mettre sur un côté. Moi, je continue de penser que Cherki est pas fait pour jouer sur un côté, de toute façon. Mais à ce moment-là, ouais, tu peux avoir ici Fèvre dans le rôle qu'il a fait connaître à Brest, et avoir ici, à la place de Lacazette, éventuellement, en joker, Cherki, qui vient là, quoi. Ou Cherki là, même, hein. Parce que si t'as Cherki ici, et qui vient jouer dans cette zone-là, là, en numéro 10, c'est pas grave, parce que t'as Gusto qui prend l'aile. Donc je pense que Cherki est moins un problème sur le côté droit que sur le côté gauche. Pour moi, le vrai système qui fonctionne, c'est le 4-2-3-1. Pour moi, le vrai système qui fonctionne, c'est celui-là. Mais visiblement, on n'a pas le droit de l'essayer. On va le refaire. Pour moi, le vrai système qui marche, c'est ça. C'est ici, on a Lacazette. Là, on a Cherki. Là, on a Toko. Malgré tout. Et là, on a Tété. Ça me paraît évident, parce que là, si c'est pas Cherki, c'est Fèvre. Ou là, Fèvre. Même. Je pense que tu peux même mettre JRA dans ce rôle-là. Ou Aouar. Ou Aouar. En fait, tu as 4 joueurs qui peuvent jouer dans cette zone-là. 4 joueurs ici. Et ces 4 joueurs-là, dans le système actuel, ça va pas. Là, c'est bouillant en défense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je pense que Toko, il va pas dans ce système-là. Je pense que c'est Fèvre qui va. Le monde attend Elarouche. Bah, je pense que tu peux l'attendre longtemps, malheureusement, Noxty. Je pense que tu peux l'attendre très longtemps, Elarouche. Pourquoi ne pas l'avoir essayé sur nos matchs en début de saison? Bah parce qu'on était tranquille, là, on était bien, on était avec Paqueta sur le début de saison, on était tranquille, tout le monde s'en branlait. Et maintenant, bah, il n'y a plus Paqueta, il faut improviser. Voilà, ça demande trop de repli à Cherki. Bah ouais, mais après c'est dans ses mains. Hein. C'est dans ses mains, Cherki. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, s'il veut à un moment donné avoir sa place, c'est dans ses mains. Hein, à Cherki. Donc voilà où on en est rendu. Voilà où on en est rendu. C'est pas rassurant. Il y aura des échéances violentes. L'équipe a mis 3 à Malo. Bah, on a mis 2,5. Hein. On est dans les mêmes encablures. Allez, on va passer tranquillement au Jurinho. Alors, attendez que je le retrouve. Jurinho. Voilà, c'est bon. Il est là. Non, c'est pas ça. J'ai foiré mon truc. Allez, Jurinho, je vous mets le lien comme d'hab. Vous pensez à voter? Je vous rappelle le principe, hein, même si vous devez être habitué. 5 joueurs, vous mettez plus 5 à moins 5. Le but est de noter les 5 joueurs qui ont le plus pesé sur la rencontre. Une petite note positive pour Tagliafico. Oui, Tagliafico. Cherki pour son entrée, je pense qu'il mérite. Thiago Mendes, c'est moins 5, assez évident. Toko, ça me semble logique qu'il prend tarif dans la gueule, moins 4. Et Fèvre. Et Fèvre aussi, moins 4. Cherki, on va lui mettre plus 2, c'est pas l'entrée du siècle. Et Tagliafico, on va lui mettre plus 3. Voilà, ça me semble à peu près cohérent. Qui a eu dans les positifs? Tolisso, ouais. Barcola, non. Gusto pourrait prendre. Gusto pourrait prendre. Oh, Gusto ou Fèvre? Gusto, ouais. Gusto, moins 3 ou moins 4. Je pense que moins 4 parce qu'on l'a souvent un peu surnoté. Lacazette, ouais, voilà. GF5, j'ai plus le lien du vote. Tiens, il est là, Fabkin. Voilà, ça me semble cohérent dans l'appréciation globale de cette équipe. Voilà, j'ai pas sous la main là le classement. Attendez, pourquoi j'ai 50 Pourquoi j'ai 50 fenêtres Jurinho là? Bizarre. Bizarre. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je sais pas pourquoi ça fonctionne bizarrement. Là. 4-0 Naples, d'accord. Bon, vous avez fait votre Jurinho, c'est bon? Parce qu'on va pas tarder à finir là-dessus. Hein. Heureusement qu'on a l'OM. Je regarde pas. Toko bon dernier, Lopez ne compte pas. Toko bon dernier, ouais. Après, le problème de Toko, c'est que comme d'hab, quand il marque un but, ok, on félicite, bravo, génial. Mais le problème de fond, c'est que quand il n'y a pas de but, il reste qu'un moins 5 en fait. Toko fait pas des matchs neutres. Toko fait des matchs où il marque des buts et il fait des matchs de merde. Vous voyez ce que je veux dire?
Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de match neutre. Ça arrive que, par exemple, il y ait, je sais pas, Lacazette fait un match moyen. Et le problème, c'est que Toko, quand il fait pas un bon match, il fait des matchs à -5, il fait des matchs à 2 sur 10. Et c'est ça le problème de Toko. C'est ça le problème de Toko. Enfin bref. Voilà, on a terminé. On a terminé avec ce débrief. Je vous ai pas mis le classement parce qu'il est un peu anecdotique, mais l'OL est quand même 4ème de Ligue 1. Hein. Ça va. 4ème de Ligue 1, maintenant que tout le monde est à égalité. 1 point de Lens, 2 points de Marseille. Mais avec le calendrier qui arrive, attention, attention. C'est qui a inventé les Jurigno? J'aime beaucoup trop le principe. C'est le Libéro Lyon, site qui a désormais disparu malheureusement, qui avait été fondé par Pierre Prugnot et alimenté en majorité par Hugo Hélin. Et le Jurigno a été ressuscité par l'ami Jean Fion, légende du club. Voilà, Marseille est à 10, effectivement. Quelles sont les prochaines échéances? Eh ben, c'est pas compliqué, on aura le débrief de Monaco dimanche soir. On aura normalement un petit live samedi pour les qualifs du Grand Prix de Monza. Je pense pas qu'on livera le Grand Prix, mais on fera quand même les qualifs entre nous. Vendredi, j'avais prévu le Grand Prix de Québec, mais je vais probablement sortir. Et but de Liverpool. Mais voilà, prochaine échéance, ce sera 23h pour le match contre Monaco. Et prochaine échéance, ce sera effectivement le caca culotte, parce que j'ai peur que Monaco ce soit un petit révélateur, même si je trouve Monaco moyen depuis le début de la saison. Et derrière, la semaine suivante, ce sera Paris. Et Paris, bah écoutez, il n'y aura pas le choix. Hein. Il n'y aura pas le choix, et j'ai peur qu'il n'y ait pas d'entre-deux. Et j'ai même, vous savez de quoi j'ai peur principalement contre Paris? J'ai peur que Boss se chie dessus et qu'il mette une défense à 5. À quand un Space Twitter? En fait, les Space Twitter, ça demande beaucoup plus de taf que les débriefs. Du coup, j'en fais plus trop. Mais il faudrait à un moment donné le faire. J'ai beaucoup de boulot en ce moment, je vous avoue. Donc, j'essaye de limiter un peu tout ce qui est un peu chronophage. Donc, on refera des spaces à un moment donné, probablement après la première trêve. Mais on fait ça quand c'est des moments de bilan. Pour l'instant, je pense pas que ce soit un moment de bilan. On fera un bilan peut-être à la trêve, on fera un bilan avant la Coupe du Monde, on fera un bilan à la reprise, je sais pas. Le grand retour des spaces de merde, ça malheureusement je pense que c'est une époque révolue, mes chers amis. Je pense que des spaces avec cette ambiance-là, c'était les débuts des spaces Twitter et qu'on ne reverra ça jamais. Voilà, je suis désolé. Mais moi je préfère faire les débriefs Twitch pour 2 raisons. La première, c'est que c'est plus simple pour moi. J'arrête quand je veux. Je peux contrôler un peu le rythme de ce que je raconte et du débrief. Et surtout pour les replays, c'est vachement mieux. Les replays, c'est vachement mieux parce que les spaces, ça dure 1000 ans. Et au moins, le replay, là, c'est grosso modo 1 heure. C'est sur YouTube, ça part là-bas. D'ailleurs, YouTube, n'oubliez pas, hein, les gars, hein, si vous êtes ici, vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller lâcher les petits abonnements, lâcher les petits likes et compagnie. En gros, je peux monétiser la chaîne YouTube à partir de 1000 abonnements et on est à 650, je crois. On va y arriver, hein, tranquillou. Mais voilà, lâchez votre petit abo, la petite cloche et compagnie, ça fait toujours plaisir. Et les pouces, ils sont hyper importants. Les pouces, les commentaires, c'est hyper important pour le référencement. Parce que beaucoup de vues YouTube viennent de gens qui cherchent des choses sur l'OL. Et donc, c'est de la nouvelle audience. Donc, n'hésitez pas vraiment, je vous insiste là-dessus, mettre les pouces, mettre les commentaires et compagnie, ça fait super important en fait pour la croissance de la chaîne. Voilà, merci beaucoup à vous, c'est très gentil. D'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube, puisque le replay sera disponible sur YouTube, merci à vous d'être là. Hein. Voilà, n'hésitez pas à pousser. Voilà, on va se quitter maintenant. Le replay sera disponible dans la foulée pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Je vous rappelle que le replay est accessible sur Twitch, hein, gratos, il n'y a pas besoin d'être sub, même si ça fait plaisir que vous soyez sub. Et sur YouTube, probablement dans la soirée, le temps que je l'upload. Et petit live nocturne, mais plutôt vers 23h, je pense. Plutôt vers 23h, le temps de cut un peu tout ce qu'il y a à cut et de prendre une petite pause. Voilà, live nocturne 23h, thème libre. On parlera d'autre chose que de foot, mais j'ai le temps là, donc autant liver un petit peu. Allez, je vous laisse en charmante compagnie. Je vous envoie chez qui là? Qui je vous envoie? Je vais vous envoyer chez Poney. Chez l'ami Poney, il est en train de liver le match. Voilà, très bien. Je vous envoie chez Poney Club. Prenez soin de vous, rendez-vous dimanche pour le débrief et dans 1 heure pour le live nocturne pour ceux qui veulent prolonger un peu la soirée. Et puis bon, allez l'OL, allez Ferrari et courage à tous ceux qui sont dans mon cas, qui supportent Thibaut Pinot, l'écurie Ferrari et l'Olympique Lyonnais. Hein. C'est dur pour tout le monde. Allez, ciao, bisous.